Bonsoir à tous. On va procéder à l'appel nominal. Nadège Dosba. Présente. Patrick Antigny. Fabienne Pasquale. Dominique Baud. Sylvie Dufour qui a donné pouvoir à Christiane Prévost. Morgane Boutet qui a donné pouvoir à Nadège Dosba. Christiane Prévost. Présente. Éric Chauveton. Alain Bourguignon qui m'a donné pouvoir. Bernard Plé. Marie-Christine Duluc. Françoise Velasco. Jean-Pierre Poumeiro. Hervé Georges. Marie-France Dedouba. Carole Bonafou. Christian Limonta. Anne-Marie Morera. France Mougeot. Frédéric Arrojo. Vanessa Daniel. Séverine Place-Hans. Patrice Joubert qui a donné pouvoir à Graziella Clicheroux. Jean-Claude Saunier. Tristan Poc. Vincent Échouer. Graziella Clicheroux. Et Jean-Mathieu Lecoq qui a donné pouvoir à Vincent Échouer. Je vous propose de passer au premier point, l'approbation du procès verbal de la séance du 26 mars 2024. Avez-vous des modifications à y apporter? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Une abstention. Je vous remercie. Décision prise en application de l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Décision numéro 2024-15 avec un visa préfectoral du 18 mars. Signature de l'avenant numéro 1 de prolongation du délai d'exécution relatif au marché numéro 2023-11 de mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage de téléphonie, internet, messagerie institutionnelle avec la SAS. Éthique, consulting et développement. Décision numéro 2024-16 avec un visa préfectoral du 19 mars 2024. Demande de subvention au département de la Gironde dans le cadre des Athletics Games. Décision numéro 2024-17 avec un visa du 22 mars 2024. Signature du contrat de cession du droit d'exploitation du spectacle avec la compagnie Bravache. Décision numéro 2024-18, visa du 29 mars 2024, signature d'un contrat d'engagement avec l'orchestre de rue Les Galinettes. Décision numéro 2024-19 avec un visa du 3 avril 2024, signature d'un marché. Numéro 2023-13 relative à l'étude préalable à l'aménagement de la commune de Salles dans le cadre de la procédure de convention d'aménagement de bourg, CAB du département de la Gironde. Décision numéro 2024-20, visée préfectorale du 3 avril 2024, fixation des tarifs dans le cadre des estivales gourmandes 2024. Les décisions ont été affichées, sont jointes au dossier du conseil municipal. Je vous propose de passer au premier point de l'ordre du jour. Affectation du résultat 2023. La parole est à Françoise. Vu la commission communale finances-budget qui s'est réunie le 8 avril 2024, vu la délibération 2024-11 du 26 mars 2024 relative au vote du compte administratif 2023 de la commune de Salles approuvée, il est nécessaire d'affecter le résultat de fonctionnement de l'année 2023. Vous avez l'annexe jointe. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'affecter le résultat comme suit. Résultat de l'exercice, 1 043 507,26 €. Affectation R 1068, 0. Total excédent reporté de fonctionnement R 002, 1 043 507,26 €. Avez-vous des questions? Pas de questions, je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? 4, on multiplie, enfin les 6 quoi. Okay. Délibération numéro 2023-13, vote du budget primitif 2024 et je passe la parole à Nadège. Bonsoir. Alors avant de vous lire la délibération, je vais vous présenter en synthèse les éléments essentiels du budget prévisionnel 2024 qui va être donc soumis à votre vote. Cette présentation a déjà été faite en commission finance.
Alors, quelques éléments de compréhension pour commencer, parce que comme vous le savez, nous sommes passés en nomenclature M57 et ce passage a généré des changements de compte. C'est-à-dire que pour la présentation, là, je suis partie donc sur la M22 pour que vous ayez les mêmes comptes. En revanche, il y a certains comptes en recettes et en dépenses qui ont été modifiés, c'est-à-dire que certaines recettes et certaines dépenses ne sont pas enregistrées au même compte en M22 et en M57. Donc, si vous souhaitez faire des comparaisons plus fines, ou très fines, en fait, il faut avoir en tête les bascules de compte que je vais vous présenter sommairement. Je ne vais pas vous demander de les apprendre dès ce soir, mais de toute façon, ce que je vous présente sera joint au compte rendu du conseil municipal. Donc, voilà, ça marche ou pas? Oui, j'ai dit M22, pardon, c'est la M14, pardon. Donc, comme vous le voyez, sur les différents tableaux qui vont vous être présentés là, je sais pas, par exemple, vous avez alors un compte où ce serait, par exemple, le compte 606-28 qui concerne les autres fournitures non stockées. Maintenant, c'est le compte 606-68. Donc, si vous voulez comparer l'évolution de ce compte-là sur les différentes années 2020 à aujourd'hui, il faut prendre jusqu'au 31 décembre 2023 le compte 606-28 et à partir du 1er janvier 2024 le compte 606-668. Donc ça, ce sont les différents comptes en fonctionnement en dépenses. Autre compte en fonctionnement en dépenses également. Chapitre 012, il y a eu quelques modifications. Fonctionnement en dépenses également au compte 65, au chapitre 65. Vous y voyez à peu près. Mais comme je vous dis, vous l'aurez en détail avec le compte rendu. Les recettes de fonctionnement, il y a également quelques comptes qui ont été modifiés. Voilà, fonctionnement recettes également. Alors, en général, on va dire que les deux premiers chiffres des comptes sont restés les mêmes. Mais ce n'est pas tout le temps. Il y a quelques exceptions. Donc, également, fonctionnement recettes, les modifications de compte au chapitre 74. Et pour les recettes de fonctionnement, là, par exemple, pour les produits exceptionnels, c'était enregistré dans un compte 77. Maintenant, c'est des comptes 75. Voilà, donc ça, c'était en préambule. Ensuite, l'équilibre budgétaire, les équilibres budgétaires de l'année 2024. Donc, en section de fonctionnement, 11 70315,26 €. En section d'investissement, 3 574 562,21 €, ce qui fait un total budgétaire de 14 581 877,47 €. La section de fonctionnement, donc un petit peu plus détaillée donc, par chapitre, les différents types de charges. Charges à caractère général, charges de personnel et frais, autres charges de gestion, les charges financières, les charges exceptionnelles, les opérations d'ordre et le virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement de 372 000 €. Ce qui fait donc bien un total de 11 737 315 €. Là, j'ai enlevé les centimes. Une présentation différente en anneaux pour avoir un petit peu les pourcentages. Donc, sans surprise, ce sont les charges de personnel qui impactent le plus le budget de fonctionnement à hauteur de 55%. Et les autres charges de gestion, les charges à caractère général pour 29%. Les autres charges sont un petit peu, sont dans des pourcentages plus légers. Quelques éléments marquants du budget 2024. Donc, les dépenses qui sont en hausse, nous avons les fluides, les dépenses de location, les activités du service jeunesse en général. Il y a une hausse de certains prix des activités, notamment des transports, mais cette hausse, elle est surtout due au nombre d'enfants que nous accueillons, qui sont de plus en plus nombreux. Un point cette année qui a été fait sur toutes les animations autour des Jeux Olympiques, qui ont commencé donc par le carnaval dont le thème était les Jeux Olympiques et qui se termineront par la journée d'ouverture des Jeux Olympiques avec une manifestation au stade de rugby.
La convention territoriale globale qui prend vraiment cette année en dépenses un montant de 108 000 euros, sachant que l'on a en recette 50 000 euros à peu près, entre 50 et 60 000 euros. Pour ceux qui ne sont pas en commission finances, je précise que le cadre de la convention territoriale globale s'organise donc entre les 5 communes de la communauté de communes sans être une compétence de la communauté de communes et que en fait chaque commune peut être à la fois porteuse d'une activité, d'un projet particulier et les autres communes reversent à hauteur du pourcentage des habitants de la commune. Il y a des prorata qui sont faits entre chaque commune. Donc si un jour vous voulez avoir le détail, peut-être qu'il vous a déjà été présenté d'ailleurs en commission finance par Morgane Boutet, pour que vous sachiez sur quelles actions c'est la commune de Salles qui est porteuse et quelles actions ce sont les autres communes qui sont porteuses. De mémoire, nous sommes porteurs toujours de la semaine de la parentalité, ce qui est le plus gros événement sur la commune. Ensuite, les lignes de transport, les contrats de maintenance qui ont également pris une augmentation, les dépenses de personnel, les assurances, des cotisations que nous devons au parc et au SDIS. La cotisation Gironde numérique, ça c'est parce que si vous faites une comparaison, vous verrez qu'il y a une augmentation par rapport au réalisé de l'année dernière. Et là, c'est parce qu'en fait, sur 2023, nous n'avons pas été appelés sur le montant de la cotisation de Gironde numérique. Donc, comme nous serons certainement appelés en 2024 et sur la part de 2023 et sur la part de 2024, c'est pour ça qu'entre le réalisé 2023 et ce qui est inscrit au budget 2024, vous allez avoir une augmentation, mais qui n'est pas due à l'augmentation de la cotisation, mais au fait que nous n'ayons pas été appelés en 2023 sur cette cotisation. Des éléments également qui ont augmenté, c'est tout ce qui concerne la saison culturelle. Vous avez donc tous reçu dans vos boîtes à lettres le livret de la saison culturelle de cette année qui s'est étoffé, donc forcément plus de spectacles, plus de manifestations, donc des dépenses de fonctionnement en hausse. Ici, sur ce tableau-là, vous avez l'évolution des dépenses de fonctionnement. Donc comme ça, vous pouvez voir en fonction des couleurs. Je me retourne pour voir si on voit bien. Ah oui, là, ça va, les couleurs, elles sont à peu près... Elles sont mieux qu'à la mairie l'autre jour. Donc voilà, c'est une autre présentation de l'évolution des dépenses depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui. Enfin, pas des dépenses, des budgets qui ont été votés, sachant que les budgets 2021, 2022 et 2023, le graphique que vous avez là, c'est budget avec décision modificative, qu'on compare donc au budget 2024. Sur les recettes de fonctionnement, donc vous avez là donc le détail des recettes de fonctionnement qui sont donc égales en présentation de budget aux dépenses de fonctionnement, donc 11 7 315 euros. Une présentation de ces recettes de fonctionnement en anneaux également. Donc on voit que les recettes de fonctionnement sont en grande partie à 53% constituées par les impôts et les taxes et à 30% par les dotations, subventions et participations de l'État et d'autres organismes. Vous avez bien sûr tous les détails dans la maquette qui vous a été fournie le 2 avril. L'évolution des recettes de fonctionnement. Donc là aussi, vous avez l'évolution toujours de BP à BP, mais de BP avec les décisions modificatives jusqu'au BP 2024 qui aujourd'hui est voté forcément sans décision modificative à ce jour. Donc ça, c'est l'évolution des recettes de fonctionnement. Quelques éléments marquants de ce BP 2024 concernant les recettes de fonctionnement. Donc il faut savoir que nous avons des recettes en baisse, notamment concernant le filet inflation auquel nous ne sommes plus éligibles a priori en 2024. Les droits d'enregistrement et les taxes, la taxe sur les mutations immobilières à titre onéreux, on en a déjà longuement parlé, mais effectivement ça fait partie des postes sur lesquels nous perdons de l'argent en ce moment du fait de la baisse des transactions immobilières et on peut constater aussi
une insuffisante évolution des dotations de l'État, puisque, comme on en a parlé également en commission finances, aujourd'hui, les dotations de l'État sont calculées sur une population de 8011 habitants, alors même qu'en 2021, par le biais des déclarations d'impôt sur le revenu, on constatait 8478 habitants sur la commune. Ce qui fait quand même une importante, une insuffisante évolution des dotations de l'État. Même si elles augmentent quand même au fur et à mesure des années, du fait du nombre d'habitants pris en compte, qui sont un peu plus nombreux chaque année quand même. La section d'investissement cette année, qui s'équilibre à hauteur de 3 574 562,21 €, avec, là, vous voyez donc l'intégralité des dépenses d'investissement 2024, investissements qui comprennent dans ce tableau-là les restes à réaliser de l'année 2022. Donc, 2023, pardon. Une présentation en anneaux également, donc qui démontre bien que 52% des dépenses de fonctionnement, ce sont les travaux sur les bâtiments communaux. Bien évidemment, ça part. Nous avons la salle des fêtes, donc forcément, hein, tous les travaux de rénovation de la salle des fêtes. Et les 22%, ce sont les travaux sur les voies et réseaux de la commune. Donc, les principales dépenses d'investissement 2024, donc c'est la salle des fêtes du Bourg, hein, qui est prévue dans le cadre d'une autorisation de programme crédit de paiement et qui est inscrite au titre de 2024 pour une somme d'1 202 000 €. Une autre dépense importante, une nouvelle inscription qui est de 214 000 €, qui est la suite des conventions de mandat avec la communauté de communes du Val-de-Leyre dans le cadre de la rénovation, restructuration de l'école Jacques Prévert et de l'école de la Vignole juste à côté. L'achat d'un chapiteau pour 25 000 € pour pallier la non-disponibilité de la salle des fêtes pendant quelques mois. Le projet Notre école faisons-la ensemble pour 38 590 €. L'étude convention d'aménagement du bourg pour 28 800 €, l'extension de l'éclairage public pour 170 000 €, des travaux en forêt pour 28 620 € et l'annuité en capital des emprunts pour 431 000 €. Je le précise, donc sur cette slide-là, ce sont les sommes, les nouvelles inscriptions budgétaires dont hors reste à réaliser que vous trouvez donc dans la slide que je vous ai présentée tout à l'heure. Les recettes d'investissement 2024, donc 875 000 € de subventions, 400 000 € d'emprunts prévus. Les dotations, à savoir le FCTVA à hauteur de 400 000 et la taxe d'aménagement qu'on a évaluée à 200 000 €. Cette taxe est également en diminution, hein, puisque nous avions 400 et quelques mille € il y a encore 2 ans. Les produits de cession à 100 000 €. Le virement de la section de fonctionnement que je vous ai présenté tout à l'heure, les 372 000 € qu'on retrouve là, amortissement provision 404 000 € et le solde excédentaire de la section d'investissement de 822 000 €, ce qui fait bien un total de 3 574 562 €. Voilà en synthèse la présentation que je souhaitais vous faire donc du BP 2024. Je vais maintenant procéder à la lecture de la délibération avant éventuellement de passer à la discussion. Donc, vu le rapport d'orientation budgétaire présenté en séance le 26 mars 2024 et acté par délibération numéro 2024-09, vu le projet de budget transmis aux membres de l'Assemblée le 2 avril 2024, conformément à l'article L5217-10-4 du CGCT, vu la tenue de la commission municipale finances-budget le 8 avril 2024, considérant que le budget primitif 2024 de la commune s'équilibre en recettes et en dépenses, en fonctionnement à 11 7 315,26 €, en investissement à 3 574 562,21 €. Compte tenu des éléments exposés, il est donc proposé au conseil municipal d'approuver le budget primitif 2024 de la commune de Salles, chapitre par chapitre pour la section de fonctionnement et pour la section d'investissement, tel qu'exposé dans le document budgétaire présenté en séance et annexé à la présente délibération. Avez-vous des questions, des interventions, des remarques? Allez-y. Mes chers collègues, chacun ne connaît sans doute pas... C'est bon? Je suis là? Oui. Chacun ne connaît sans doute pas ici
les 5 grands principes budgétaires à respecter lors de l'élaboration et le vote du budget. Je me contenterai de vous les citer. Votre collègue Nadège pourra vous les détailler si elle le souhaite. Il s'agit du principe d'unité budgétaire, d'annualité, d'universalité, de spécialité et d'équilibre réel. Ce dernier principe pose notamment les recettes et les dépenses sont évaluées de manière sincère, c'est-à-dire excluant toute majoration ou toute minoration des dépenses ou des recettes, article L. 1612-4 du CGCT. Alors que je vous avais interpellé à ce sujet le 4 avril de l'année passée, dans mon intervention relative à la présentation du budget primitif pour 2023, vous m'aviez répondu, je cite, « Ce n'est pas moi qui vais vous apprendre qu'on a toujours tendance à être prudent sur les dépenses, c'est-à-dire à les mettre au maximum de ce qu'elles peuvent être et à minorer plutôt les recettes pour avoir de bonnes surprises après. C'est le principe budgétaire simple, c'est-à-dire on est prudent sur les dépenses en les mettant plus haut que ce qu'on pourrait imaginer avoir. Désolé de vous contredire, mais quand on observe des différences incommensurables qui dépassent les limites du raisonnable entre vos inscriptions budgétaires et le réel traduit dans le compte administratif, on ne parle plus d'un principe budgétaire simple, comme vous l'avez qualifié, qui n'a aucune réalité, mais plutôt d'un budget insincère. Pourquoi devrais-je donc m'évertuer à commenter votre budget dans le détail ou plus succinctement dans les grandes lignes, car je sais par avance qu'il est insincère. Alors je vais éviter à tout le monde de perdre son temps. De mon côté, je vais économiser ma salive. Pas de querelle de chiffres, à tout le moins sur le budget, pas d'offense non plus sur les points noirs, et Dieu sait qu'il y en a, hélas, de très inquiétants. J'aurai bien des occasions de les souligner en temps utile. Je terminerai simplement en disant que pour moi, l'essentiel n'est pas là. Ce budget sans saveur marquera un grand tournant dans cette mandature, avec une tâche indélébile constituée par la hausse de la fiscalité que vous avez choisi de faire reposer sur les Salois. Vous avez en ce faisant porté les stockades. Pour moi, ce budget se résume à lui seul à cette décision inopportune et injuste que je condamne avec la plus grande fermeté. J'y reviendrai avec force détail dans quelques instants. Pour cette raison, alors que je m'étais abstenu sur les budgets présentés les années précédentes, car j'estime que l'on n'a pas à s'opposer à un budget qui contient des salaires, des subventions de fonctionnement indispensables aux associations, je voterai cette année exceptionnellement contre pour signaler ma totale aversion au recours à la fiscalité. Je vous remercie de votre écoute. Juste sur l'insincérité du budget, il faudrait peut-être que tu nous donnes quelques exemples parce que l'année dernière, j'étais pas là. Voilà. Mais là, on vote le budget 2024. Donc, en fait, c'est pas les chiffres de 2023. D'accord. Ok. Bon. Okay. Enfin, en tout cas, le budget tel qu'il a été élaboré sincèrement, effectivement, en essayant d'évaluer les dépenses au plus pour pas avoir de mauvaises surprises et les recettes au moins pour espérer avoir de bonnes surprises. Y a-t-il d'autres interventions ? Non. Donc moi je vais faire une intervention quand même sur ce budget. Un budget 2024 qui est le 4e budget de cette mandature, puisque celui de 2020 avait été voté à quelques semaines du deuxième tour des élections municipales, ce qui était d'ailleurs une pratique bien singulière que certaines personnes feraient bien de ne pas oublier avant de vouloir donner des leçons de démocratie locale, mais j'aurai l'occasion d'y revenir. C'est un budget qui s'inscrit dans la continuité de l'action engagée par l'équipe municipale depuis 2020, même si du fait de l'absence des arrêtés d'attribution des subventions, notamment DSIL, DETR et Fonds Vert, nous n'avons pour l'instant inscrit en investissement que les opérations en cours ou commencées. Nous serons donc amenés très prochainement, j'espère, à compléter les investissements par des décisions modificatives importantes pour concrétiser des besoins utiles comme la sécurisation de la traversée du Caplan, la rénovation d'un court de tennis ou bien encore des travaux de voirie. Un budget d'investissement pour l'instant d'environ 3,4 millions d'euros, mais qui pourrait être de 4,2 millions si les subventions attendues sont confirmées. Un budget qui reste toutefois très volontariste. Le contexte national et international affecte aussi les finances communales par le maintien d'une forte inflation, notamment sur les tarifs de l'énergie, même si ce n'est pas exhaustif, et par des taux d'intérêt toujours très hauts.
Les recettes de fonctionnement des communes augmentent bien moins vite que l'inflation. Les dotations de l'État, si elles sont en augmentation sur notre commune en masse financière, ne prennent pas en compte la population réelle actée par le recensement général et sont donc loin d'augmenter au niveau de l'inflation. La perte de la taxe d'habitation, si elle est compensée à l'euro près par l'État, n'est plus ni dynamique, ni en adéquation avec l'augmentation de notre population. Le filet inflation que nous attribuait l'État pour plus de 160 000 € disparaît. Le fonds d'aide à l'équipement des communes versé par le conseil départemental pour plus de 33 000 € est supprimé. Les droits de mutation et la taxe d'aménagement qui ont impacté fortement les finances départementales nous touchent très directement, avec une baisse de plus de 200 000 € entre 2022 et 2023, auquel il faut rajouter une nouvelle baisse de 140 000 € sur le budget 2024. La masse salariale progresse par l'effet de plusieurs décisions imposées par l'État. La hausse du point d'indice des fonctionnaires en 2023, en année pleine, associée à celle au 1er janvier 2024. Les augmentations du SMIC en mai 2023 et janvier 2024 qui ont un impact sur les bas salaires de la fonction publique territoriale. L'effet du glissement vieillesse-technicité. La protection complémentaire qui devient obligatoire. Le budget primitif 2024 ne prévoit aucune nouvelle embauche, mais intègre en année pleine les seules qui ont été nécessaires en 2023 et liées à l'augmentation de la capacité d'accueil de la crèche et par l'augmentation de nos accueils en centre de loisirs, notamment maternels. Des augmentations en partie compensées par des aides de la CAF au titre des prestations de services. Dans tous les cas, à la différence de certains ici, je ne fais pas du montant de la masse salariale une obsession. S'il convient d'y être attentif, que ne dirions-nous pas si nous réduisions les services au public, dans l'accueil des enfants ou encore dans l'aide au maintien à domicile des personnes âgées? C'est un peu le même principe avec l'imposition. Tout le monde applaudit quand un impôt est supprimé, mais beaucoup de gens expriment leur mécontentement quand les services ne sont plus les mêmes. À titre personnel, je reste farouchement opposé à la suppression de l'impôt, qui est une mesure juste populiste. On a vu ce que donnait la suppression de la taxe professionnelle sous le gouvernement Sarkozy. Une taxe qui permettait, sans nouveau recours à l'impôt, de créer les intercommunalités. La suppression a entraîné la création d'une fiscalité additionnelle, car il fallait bien payer ce qui avait été engagé par ces nouvelles collectivités. On découvre aujourd'hui ce que produit la suppression de la taxe d'habitation, un impôt pourtant bien plus juste que la taxe foncière. Les communes perdent la dynamique de taxes et les budgets s'en ressentent fortement. Le résultat du compte administratif 2023 n'a certainement pas été à la hauteur de ce qu'il aurait dû être, même s'il n'a pas été déficitaire, comme ça l'avait été le cas pour la première fois en 2018 pour plus de 60 000 €. Nous devons donc impérativement retrouver des marges de manœuvre pour poursuivre notre développement malgré l'ensemble de ces éléments conjoncturels. Le budget 2024 a donc été compliqué à boucler, en étant naturellement très prudent sur les recettes et donc mécaniquement très contraint sur les dépenses. Comme aucun nouveau levier fiscal n'est venu combler le vide laissé par la suppression de la taxe d'habitation, les communes n'ont presque plus qu'une seule option, augmenter la taxe foncière. C'est la décision que nous avons prise cette année, à contre-cœur, mais indispensable pour continuer à assurer nos missions essentielles tout en restreignant fortement les projets portés par les services. Le budget intègre donc cette année une augmentation du taux communal de 2,37 points, ce qui nous permet une recette supplémentaire attendue de seulement 195 000 € au titre des 3 taxes. Dans ce budget, l'équipe majoritaire assume son choix de maintenir son soutien au monde associatif sans baisse du volume des subventions à ce secteur. Elle assume de financer et de maintenir les services publics, que ce soit en faveur de la tranquillité publique ou en maintenant et amplifiant nos actions pour l'éducation et la jeunesse, la culture et le sport, la lutte contre toutes les discriminations, l'amélioration du cadre de vie et de l'espace public, les solidarités et l'attractivité. Le service public, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Nous naviguons avec un cap et une vision pour notre commune, contrairement à ce que j'ai pu voir ou écrire. Notre vision et notre cap, c'est de préparer l'avenir. C'est faire le pari de l'éducation et de la jeunesse, la rénovation des écoles, la poursuite du programme éducatif et notamment des actions périscolaires et extrascolaires qu'il contient, le développement d'éducation artistique et culturelle ou bien encore l'accompagnement de toutes les jeunesses y participent.
C'est aussi agir pour la transition écologique et énergétique. Notre commune continuera d'agir avec la transformation et la rénovation énergétique de nos bâtiments, avec un urbanisme qui tient compte des enjeux climatiques, ou encore avec la renaturation et l'aménagement d'espaces publics privilégiant les mobilités douces. Nous poursuivrons nos actions pour le rayonnement et l'attractivité de Salles avec l'engagement de renforcer notre budget pour la culture partout et pour tous. 2024 sera une année placée sous le signe de l'accueil des Jeux olympiques et paralympiques de Paris. Les équipes du service des sports et de la vie associative, mais également les associations sportives de la commune seront pleinement engagées à cette occasion. Le rayonnement et l'attractivité, c'est aussi notre patrimoine et nous continuerons pas à pas la mise en valeur de celui-ci en collaboration avec les équipes de la CDC en charge du tourisme et du futur musée. Le travail de restauration sur le château avec de nouveaux chantiers participatifs et avec la recherche active de subventions se poursuivra. Autant de priorités d'action pour notre équipe municipale. Dans un monde secoué par les crises, nous recherchons la solidité des finances locales et le volontarisme dans l'action, dans la cohérence et le respect des engagements pris. Au-delà des dépenses imposées par la réglementation, l'évolution des normes, l'état de notre patrimoine et les engagements déjà contractés, le budget exprime en chiffres la stratégie de l'équipe en charge des affaires et se doit de refléter les valeurs auxquelles elle est attachée. Valeurs de soutien au travail et à l'attractivité économique par l'investissement. Valeurs de soutien à l'éducation et aux activités éducatives, associatives. Valeurs de préservation et de modernisation du cadre de vie. Valeurs de respect des personnes et de solidarité envers les moins favorisés. Mes chers collègues, voter le budget est un acte politique majeur. Je comprends que le projet porté par l'équipe majoritaire n'est pas celui de la minorité et qu'ils sont en désaccord, voire critiques, avec ces valeurs et ces orientations, donc qu'ils ne les votent pas. Il faut toutefois rester cohérent jusqu'au bout, car comment voter contre un budget et pour les subventions qui en sont une partie intégrante? Cela m'a toujours laissé dubitatif. C'est néanmoins leur choix, leur vision, et c'est respectable. Même si je ne partage ni l'un ni l'autre, mais c'est un projet. C'est sur un projet que nous nous sommes engagés et nous garderons à la fois le cap et les objectifs que nous nous sommes fixés. J'entends et je lis les communiqués des minorités municipales, ou peut-être maintenant de la minorité municipale, un sujet qu'il faudra d'ailleurs éclaircir prochainement, sur les mêmes sujets depuis 2020, notamment sur l'absence de démocratie, sur un pouvoir autoritaire, et tant d'autres reproches qu'il est difficile d'être exhaustif. Alors, plutôt que des discours, je souhaite être factuel. Le premier pilier de la démocratie locale, c'est la possibilité d'expression des minorités. Prenons l'exemple du bilan de mi-mandat. 1300 caractères d'expression pour le groupe majoritaire, 5200 pour la minorité, alors que désormais, celle-ci se revendique unie. C'est pas compliqué, ça fait 2 pages. Ça, c'est pour le public. Prenons maintenant l'exemple du bilan de mi-mandat de la majorité précédente à laquelle M. Poc participait, qui nous reproche aujourd'hui le manque de démocratie. Aucune expression de la minorité à l'époque n'était prévue. La preuve par l'exemple. J'entends maintenant des exigences pour que le vice-président de la Commission des finances ait accès aux documents liés à la gestion financière. Je rappelle juste que tous les élus ont accès à ces documents, pour peu qu'ils prennent rendez-vous avec la première adjointe qui répondra à leurs questions, parce que la transparence fait partie de son ADN et donc du nôtre. Ce n'est pas la fonction qui permet des choses, mais la capacité à travailler. En bref, rien ne sert d'exiger, il faut juste demander. L'exigence est juste contre-productive. Le précédent vice-président, qui était Jean-Dany Garnin, s'était intéressé au sujet et venait régulièrement travailler avec Nadège pour préparer le ROB ou encore s'approprier les budgets. Il prenait juste rendez-vous, ce qui est la moindre des politesses, mais tout le monde n'a peut-être pas la même éthique. Vouloir tout savoir sans être présent demeure compliqué. Je conclurai sur une rumeur propagée pour remettre l'église au centre du village, une expression chère à notre ariégeoise. J'ai lu sur un communiqué de presse des minorités que la ville de Salles pourrait être une agence de voyage du fait de la coopération internationale qui existe entre Salles et Foundiougne au Sénégal,
mais plus largement du fait des jumelages avec Béra et Romagna. Je vous invite quand même à regarder le budget de très près. Je ne sais pas quelle était la pratique précédemment, mais aujourd'hui, dans le cadre des jumelages, les frais sont supportés par les élus quand ils se déplacent. Fabienne me contredira si ce n'est pas le cas. Et dans le cadre de la coopération, les frais de voyage, de bouche et d'hébergement des élus ou des techniciens qui se rendent au Sénégal ne sont pas pris en charge par la mairie, mais par le programme de coopération obligatoire de l'Agence de l'eau à Dour-Garonne. Il en a été de même quand nous avons accueilli le maire de Foundiougne-Nassal ou le directeur de l'Agence régionale de développement de la région de Fatick. Je sais que propager des rumeurs fait partie du sport préféré de certains, mais je leur laisse cette pratique malsaine et nauséabonde qui a tendance à se développer avec les réseaux sociaux et dans certains groupes politiques populistes. Y a-t-il d'autres interventions ? Donc je mets aux voix le budget primitif. Y a-t-il des oppositions ? 2, des abstentions. 4, alors vous. Ok. 3 4 ok. 4 Parfait. Je vous propose de passer maintenant au vote des subventions 2024 aux associations et je laisse la parole à Fabienne. Alors, je vais vous présenter aussi en introduction le travail qui a été mené. Donc, comme cela a déjà été expliqué, c'est une année un peu contrainte en cette année 2024. Malgré cela, nous avons choisi de maintenir le montant global des subventions aux associations, car nous l'avons prouvé, je pense, par notre implication. La vie associative est au cœur des préoccupations de notre municipalité et le soutien aux associations, quel qu'il soit, reste un axe prioritaire de notre projet politique. Ce travail d'attribution a été mené par un groupe dédié. Les décisions ont été réfléchies et prises collectivement. Le montant total attribué cette année est d'environ 200 300 €. Malgré ce maintien, l'attribution n'a pas été facile pour autant, car le montant demandé, si on faisait le total, s'élevait à plus de 260 000 € pour avant arbitrage. Les choix ont été difficiles et je vais balayer avec vous les différents critères en vous donnant quelques exemples pour que tous ceux qui n'ont pas participé au travail d'attribution comprennent mieux les différents montants. Si on prend l'exemple du CA Salois, vous avez pu remarquer une subvention pour l'investissement de 20 500 €. Ce n'est pas une nouvelle subvention, c'est la même que l'année dernière. En fait, c'est un report de somme parce qu'ils n'ont pas pu acheter leur minibus l'année dernière à cause de problèmes d'approvisionnement. Et normalement, ce minibus devrait être acheté là, dans les semaines qui viennent. Pour les autres attributions, nous avons essayé de rester cohérents en prenant en compte le nombre d'adhérents, salois ou issus d'autres communes, le dynamisme de l'association, les réserves financières également. Car même si une association doit avoir des réserves pour fonctionner, elle n'a pas vocation à capitaliser. Nous avons choisi de soutenir certaines associations au vu de leurs résultats sportifs. C'est le cas de l'USS. Suite à sa montée en National 2 et compte tenu aussi de l'augmentation du nombre d'adhésions à l'école de rugby, nous avons augmenté la subvention de manière assez substantielle si l'on compare avec les autres associations. Nous avons également souhaité donner un coup de pouce aux projets, très nombreux aussi cette année. Là également, il a fallu choisir. Nous avons privilégié les projets les plus aboutis, dont les dates étaient posées, les budgets prévisionnels avancés, devis à l'appui. Ça a été le cas pour l'association Cantalaire, qui va participer à un festival de chorale en Auvergne et qui, exceptionnellement cette année, avait besoin d'une aide complémentaire pour permettre à tous ses adhérents, quels que soient leurs revenus, de participer à ce bel événement. Nous réaffirmons aussi cette année encore notre soutien à la culture par le maintien du niveau de subvention de l'Harmonie École de musique, par notre participation au festival populaire, la subvention étant destinée au financement de la journée dédiée aux scolaires, notre participation aussi au festival Le Pounic, événement familial encore en devenir mais qui gagne en renommée chaque année et qui mérite d'être soutenu. On a aussi cette année un nouveau festival qui va voir le jour cet été, qui est organisé par l'association Teimataï, le Pacific Oceania Festival, et nous lui apportons également notre soutien.
Certaines associations vont voir le montant de leur subvention baisser, soit parce que leur demande manquait de précision, que leur projet n'était pas abouti et détaillé, ou que le montant versé ne correspondait plus au nombre d'adhérents ou au dynamisme de l'association sur le territoire. Autant de critères qui nous ont guidés dans les attributions. Je reste à leur disposition pour les rencontrer et leur expliquer nos choix. Je profite aussi de cette tribune pour rappeler que le meilleur moyen de se faire connaître pour une association reste de nous inviter à l'Assemblée générale, parce que c'est un moment privilégié d'échange qui nous permet de mieux comprendre les besoins et les demandes. Voilà dans les grandes lignes les orientations qui ont guidé nos choix et arbitrages. Et je vais maintenant vous lire le détail de la délibération. Donc, 2 colonnes, des subventions de fonctionnement, certaines destinées à l'équipement et certaines pour le fonctionnement annuel de l'association. Donc je préciserai quand ça sera pour de l'équipement, sinon je ne préciserai pas. Accorderie, 150 €. Ajna Yoga, 500 €. Anglais Plaisir, 500 €. L'ASP 33, la pétanque, 1 000 € de fonctionnement annuel et 250 € alloués pour de l'investissement. Le CA Salois, donc 9 000 € de fonctionnement annuel et 20 500 € d'équipement. La CAFES, 400 € de fonctionnement annuel, 100 € d'équipement. Quant à l'AIRE, 3 000 € de fonctionnement annuel et 100 € d'équipement. Cap Danse, 150 €. Comité de jumelage, 5 000 €. Contre-jour, 432 € de fonctionnement annuel, 131 € d'équipement. Créafil, 200 € de fonctionnement annuel, 274 € d'équipement. Le Cycloclub, 500 €. Du bruit en coulisses, 5 600 €. L'échiquier Salois, 460 € de fonctionnement annuel, 100 € d'équipement. La FNACA, 250 €. La gymnastique volontaire, 2 000 €. L'harmonie de salle, 60 466 €. Je reprécise quand même que pour une part de cette subvention, c'est un simple jeu d'écriture pour la mise à disposition d'un agent qui est prof de musique et que globalement, le niveau de subvention est maintenu à environ 19 000 €. Le judo club, 1 500 €. Le karaté, 800 €. La moto pour tous, 200 €. Les mains à la pâte, 1 500 €. L'outil en main, 4 000 €. Loisirs et joie, 1 000 €. Lukaoudei, 400 €. Louzenats, 500 €. Mamou Solidarité, 200 €. Les moutons de Pounic, 3 000 €. Le raid du champion, 500 €. Le roller club, 3 000 €. Salle en vol, 600 €. Le sporting club, 2 300 €. Studio danse, 3 000 €. Le tai chi chuan, 500 €. Teimatai, 2 000 €. Le tennis, 5 000 €. Trace théâtre en jeu, 500 €. Le triathlon du Val de l'Aire, 650 €. La troupe Rebola, 500 €. L'USM volley, 1 000 €. L'USS, 40 000 €. V2L natation, 2 000 €. Vauvinam, 500 €. ACAD, 7 000 €. La DFCI, 7 100 €. Je vais vous lire aussi le début de la délibération que j'ai un peu oublié. Vu la tenue de la commission Association Sport et Jumelage le 21 mars 2024 et de la commission Finances Budget le 8 avril 2024, en vertu de l'article L. 2311-7 du Code général des collectivités territoriales, l'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget. Donc je vous ai présenté le détail du tableau. Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil municipal d'approuver l'attribution des subventions votées au budget 2024, telles que figurant ci-dessus à l'article 75-74. Y a-t-il des questions ? Il y a plusieurs personnes. Carole, Jean-Pierre, Carole Benafous, Jean-Pierre Poumero, Françoise Velasco, moi, Christiane Prévost et Vincent Téchouet. Et je vote pour Sylvie. Et tu voteras pour Sylvie Dufour. Ok, on est bon. J'avais oublié qui ? Donc,
Y a-t-il, alors en dehors de ça, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération suivante, cotisation, participation et contingent pour l'année 2024. La parole est à Bernard. Vu la tenue de la commission municipale Finances-Budget du 8 avril 2024, le vote des cotisations, participations et contingents proposés au budget 2024 et présenté dans le tableau ci-dessous revêt un intérêt communal. Alors pour les cotisations diverses, Maison de la Forêt, 2015 €. L'Institut départemental de développement artistique et culturel de la Gironde, 310 €. L'Association des maires de France et des maires de Gironde, 1700 €. Association des petites villes de France, 885 €. SPA, 5000 €. Réveil girondin éveil culturel, 883. Réseau girondin, pardon. Sport pour tous, 200 €. Commune forestière, 55 €. Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, 300 €. Nature Essence, 50 €. Gironde Ressources, 100 €. L'Association nationale des conseils d'enfants et de jeunes, 629 €. Colosse au pied d'argile, 100 €. Coopérative locale des artisans du spectacle, 350 €. Syndicat départemental énergie et environnement de la Gironde, 5200 €. Gironde numérique, 7094 €. Association maire civisme, 500 €. Ligue de l'enseignement, 350 €. Comité départemental des médaillés, 900 €. Et pour les contingents, service départemental d'incendie de secours, 108 100 €. Parc naturel régional des Landes de Gascogne, 40 000 €. France Forêt, Bois et CVO, 500 €. Et subventions CCAS, 230 000 €. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'approuver les montants alloués aux lignes budgétaires relatives aux cotisations, participations et contingents votés au budget 2024, tels que figurant ci-dessus. Avez-vous des questions? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Fixation des taux d'imposition au titre des taxes foncières et d'habitation pour 2024, j'en serai le rapporteur. Vu le débat d'orientation budgétaire présenté en séance le 26 mars 2024 et acté par délibération numéro 2024-09, vu la tenue de la commission municipale finances-budget le 8 avril 2024, la Direction générale des finances publiques, DGFiP, a fait parvenir en mairie l'état 1259 2024 sur lequel figurent les montants des bases d'imposition relatives à chacune des 3 taxes ainsi que les montants des allocations compensatrices attribuées à la commune et le coefficient correcteur. Dans un contexte d'élaboration budgétaire contraint, la commune de Salles a fait le choix cette année de recourir à une hausse des taux d'imposition. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal de fixer les taux d'imposition 2024 comme indiqué ci-dessous. Donc, taxe foncière bâtie, les bases 7 849 000 €. Le taux 2023 était de 47,34. Il augmente de 2,37 points pour passer à 49,71% avec un produit fiscal attendu de 3 901 738 €. La taxe foncière non bâtie, 220 300 € de base, 52,20 le taux 2023, 54,80 le taux 2024. Le produit fiscal attendu est de 120 746 €. La taxe d'habitation, pour ceux qui restent. Les bases 597 900 €, le taux 17,41%, le taux 2024 18,28%. Produit fiscal attendu 109 296 €. Le total fait 4 131 780 €. Voilà, donc après en avoir délibéré, donc me charger de procéder à la notification de ces délibérations à l'administration fiscale. Voilà. Avez-vous des observations, des questions? Allez-y. Monsieur le maire, en avril 2023, à cette même époque de bilan comptable, nous étions déjà inquiets quant à la façon dont vous gériez la commune. Malheureusement, cette analyse est aujourd'hui devenue réalité, une réalité nullement contestable. En effet, la hausse de la fiscalité, veuillez m'excuser, va faire, voire très
très très mal à de nombreux ménages et citoyens de Salles. Cette hausse de la fiscalité n'est que la conséquence de votre incompétence. On n'est pas obligé d'être d'accord avec vous. Et en 4 ans, vous avez été incapable de maîtriser la masse salariale. Plus de 400 000 € inscrits au BP, budget prévisionnel, plus de 1 million en 3 ans, et certainement plus de 2 millions à la fin de votre mandat. Qu'on se le dise et qu'on se le répète. Vous avez été incapable de faire une bonne prévision, et je dis bien une bonne prévision programmatique des investissements, en refusant d'établir un PPI, le plan pluriannuel d'investissement, comme la Cour des comptes vous le demandait. Vous avez été incapable de conserver nos bijoux de famille. Oui, ça peut faire rire, mais en bradant à la CEA Molinier les terres de Sillac, vous avez dilapidé notre patrimoine foncier agricole, patrimoine de tous les Sallois. Vous avez été incapable d'investir à bon escient en achetant une ruine, puis je l'ai déjà dit, je sais, mais le château, qui nous coûte une fortune et entretien en réparation. Je cite l'exemple de la bâche, aux alentours de 200 000 €, un pansement sur une jambe de bois. 200 000 €, une paille, mais une grosse paille. Décidément, n'est pas Stéphane Plaza qui veut. Je l'ai déjà dit aussi, mais je le répète. Vous avez été incapable d'apporter un climat serein dans la commune. Les nombreux départs d'agents et surtout certains que vous avez recrutés vous-même le prouvent et l'attestent. Il suffit de les écouter pour comprendre à quel point votre bateau est ivre et ingouvernable. Pour finir, comme je l'ai déjà dit en avril 2023, vous n'êtes pas l'homme de la situation que vous prétendez. Mais pire, vous êtes incapable d'être un bon maire. Et moi, je pense que vous n'avez pas les capacités. Je suis désolé de vous dire ça, mais moi, je suis sidéré et consterné. C'est pour ça que je voterai contre cette hausse des impôts. Alors après votre intervention, je ne sais pas qui c'est qui est ivre ici, mais bon, ça c'est autre chose. Oui. Contre autre chose, que vous me preniez pour un incapable, écoutez, je vous le laisse, venant de vous, je ne vais pas vous dire que je vais pas vous dire que ça me perturbe. Que vous ayez une absence de vision, que vous ayez des décisions, voilà. Vous avez un projet certainement derrière vous. Vous nous parlez du bradage des terres de la Molinie, 85 ans de loyer, si ça s'appelle brader, moi je veux bien. Vous pouvez penser tout ce que vous voulez. Je respecte votre position. Vous auriez certainement fait différemment. Maintenant, je n'utiliserai certainement pas les mêmes thèmes que vous, mais qui sont à votre image. C'est-à-dire que si moi je suis un incapable, vous, j'ose même pas dire ce que vous êtes. Je ne vous parle pas de l'équipe d'avant. Enfin, votre femme y était, hein, donc voilà. Personne, Monsieur Saunier, personne n'a parlé de l'équipe d'avant. Je dis juste qu'aujourd'hui, vous traitez les gens d'incapables alors qu'aujourd'hui, vous n'avez rien prouvé de ce que vous êtes en capacité de faire. Donc, avant de donner des leçons, commencez par regarder ce que vous avez pu faire, parce qu'aujourd'hui, peut-être que ça viendra un jour. On verra. Enfin, en tous les cas, il y a une chose qui est sûre, je ne le souhaite pas pour la commune. Ça n'empêche pas d'être poli. Moi, je suis vraiment consterné par votre façon de faire. Mais ça, à chacun à chacun sa façon de le faire. Voilà. Très bien. Voilà. Y a-t-il d'autres interventions ? Bon, moi, je trouve que la fiscalité est très, très importante à Salles. Elle l'est depuis des années. Et malheureusement, pour les ménages moyens, ça va devenir très, très difficile d'être propriétaire dans notre village. Et, alors, c'est 2 points par-ci, c'est 2 points par-là. Et, au final, vu la conjoncture, c'est compliqué. Et il n'est pas bon d'être propriétaire à Salles. Je te rejoins, Vincent. C'est pas le souci, il n'est pas là. Je rappelle juste que la suppression de la taxe d'habitation aujourd'hui, malgré les augmentations d'impôts, malgré l'augmentation des bases, on paiera toujours moins de taxes cette année ou hier, globalement, qu'il y a de ça 7 ans ou 8 ans. À un moment, on peut pas vouloir avoir une commune qui se développe et de l'autre côté, pas avoir d'impôts. C'est un peu ce qui différencie les uns et les autres. Il y en a qui sont contre
les augmentations et pour les suppressions d'impôts. Moi, je fais partie des gens qui pensent que les suppressions d'impôts ont un effet pervers. Et l'effet pervers, c'est celui de ne pas donner aux collectivités les moyens d'assurer les missions qui sont les leurs, notamment les missions de service public. Ce n'est pas valable d'ailleurs que pour nous, hein, c'est valable pour les départements, pour les régions. Et l'État, avant de donner des leçons, ferait bien de commencer par redéfinir les compétences des uns et des autres en donnant les moyens d'assumer ces compétences, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà, alors j'espère que dans le cadre de la réforme Woerth, les choses vont être pensées, mais elles vont être pensées pas en tant que de dire il faut supprimer les impôts. Moi, j'ai entendu cette année un ministre de l'économie dire qu'il fallait toucher au chômage, il fallait toucher à plein de choses pour faire 10 milliards d'économies et dans le même temps faire un cadeau de 10 milliards à la CVAE, aux entreprises qui dégagent du bénéfice et qui font de la valeur ajoutée. Alors vous m'excuserez, on peut être pour ça, moi je ne le serai jamais. Il n'y a rien de plus injuste que ça. Alors c'est un débat certainement gauche-droite. Je ne suis même pas sûr que ce soit à ce niveau-là. Mais en tous les cas, on ne peut pas demander à un moment des efforts à ceux qui gagnent peu et de l'autre côté, faire des cadeaux aux grosses entreprises. Voilà, donc sur l'impôt, oui, l'augmentation, et j'en suis le premier conscient, ce n'est pas une décision facile à prendre. Elle a été prise collectivement, mais je l'assume, et je l'assume pleinement. Parce qu'aujourd'hui, faire un budget communal, c'est difficile. Je sais ce qui a été fait au Barp, je sais ce qui a été fait à Belin, je sais ce qui a été fait, alors même si c'était l'année dernière ou d'autres, c'était cette année, je sais ce qui est fait à différents endroits. Nombreux ont fait appel au levier fiscal parce qu'aujourd'hui, la suppression de la taxe d'habitation, il ne faut pas rêver, ça ne va pas ranger les finances communales. Oui, normalement, dans un premier temps, quand il y a des difficultés sur la gestion financière, on regarde sur les économies que l'on peut faire. Moi, j'aimerais bien qu'on ait au moins une analyse de savoir où on pourrait gagner avant d'aller chercher l'argent ailleurs. Alors moi, je vais te répondre sur le sujet, puis Nadège pourra même compléter, parce que vu le temps qu'elle a passé sur le budget, à essayer d'équilibrer le budget de fonctionnement, je peux vous assurer que, et puis là je suis tranquille parce que je l'ai laissé travailler toute seule. Non, pas toute seule quand même. Mais voilà, mais par contre, j'ai laissé travailler toute seule avec les services sur le budget, et le budget, on n'arrivait pas à l'équilibrer. C'est là où est arrivé le fait de dire, on va taper sur l'imposition parce que malheureusement, il y a un moment, on n'a plus le choix. Alors nous, on a fait le choix de 2,34 points. Il y en a qui ont fait le choix de plus de 5 points. J'ai entendu il n'y a pas très longtemps 10% à un endroit, dans une ville proche d'ici. Voilà. Donc, à chacun ses méthodes. Aujourd'hui, je pense qu'on est tous dans le même bateau. Maintenant, je veux bien entendre des leçons, mais les leçons, je veux les entendre de ceux qui peuvent les donner. Et autant je les entends de toi, Vincent, je ne les entends pas de tout le monde. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'avant de prendre la décision d'augmenter les taux d'imposition, on a vraiment travaillé toutes les économies qu'on pouvait essayer de faire à les services, tout en gardant quand même un plein fonctionnement des services, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui diminuer certains services à la population, notamment tout ce qui concerne les affaires scolaires. Après, il y a des hausses qu'on subit, on en a parlé sur les fluides, etc. On essaie aussi de faire des économies. Mais alors, pour donner un exemple, par exemple, Octave Cazoviel, l'école aujourd'hui, on a vraiment essayé de serrer au maximum les consommations. On a une consommation qui a baissé. En revanche, on a une facture qui a largement augmenté. Donc, il y a des choses qui nous sont... on peut pas... C'est imposé. Mais je te rassure, on a travaillé d'abord les économies qu'on pouvait réaliser avant de prendre cette décision. Je vais te donner un autre exemple. Location de véhicule. Un véhicule de location qu'on payait 220 € par mois pour le même kilométrage et la même durée, aujourd'hui, on le paye 450. À véhicule égal. Hein. Voilà. On sait qu'on a été touché de plein fouet sur la partie énergie, élec et gaz, mais visiblement dans les prochains jours, on a déjà des baisses qui se font sentir et on devrait avoir quand même dans les prochains mois une charge moins importante sur ce sujet-là. Il faut aussi le prévoir aussi. Alors, oui, mais là, en fait, on ne peut pas prévoir les baisses. En fait, il faut être prudent. Il faut soit rester constant, soit imaginer des hausses et pas dire alors peut-être que ça va baisser, non, du coup je vais limiter. La presse, voilà. C'est juste 5 minutes tous les matins. Non, mais le fait est, c'est que quand on a vu les consommations, parce qu'on s'est posé la question il y a peu de temps sur l'école, quand on a vu l'augmentation du coût de la facture,
on s'est dit c'est pas possible, il y a un truc qui va pas, le chauffage est resté... et on a regardé, en réalité, les économies ont été faites puisque la consommation a baissé. Par contre, la facture a pris 30%. On voit que les consommations en France baissaient de plus de 10%, donc, et pour autant, le budget des ménages a explosé sur ce sujet-là. Y a-t-il d'autres interventions? Non, je mets aux voix. Y a-t-il... Ah, pardon, allez-y. Mes chers collègues, Sud-Ouest du 25 février 2024, titre Marche Prime, vote la baisse du taux des taxes locales. Certes modeste, mais une baisse tout de même. Plus proche de nous, Sud-Ouest du 2 avril 2024, Mios, pas d'augmentation pour les impôts locaux. Le quotidien régional fourmille d'articles comme ces deux-là, depuis toutes ces dernières semaines. Voilà des titres que l'on souhaiterait voir pour notre ville. Il n'en sera rien. Ces deux communes n'ont pas été prises au hasard, car elles sont bien évidemment situées sur notre territoire, mais aussi parce qu'elles sont toutes deux politiquement marquées à gauche, comme votre équipe. Je ne décolère pas, et suis même vent debout, face à votre décision d'augmenter les taux de la fiscalité, que je considère tout à la fois injuste, inopportune, irresponsable, inique, inutile et inacceptable. Très franchement, les Sallois ne méritent pas ce coup de grâce. Injuste, car elle va alourdir le fardeau fiscal qui pèse très lourdement sur nos administrés, qui subissent déjà dans leur vie quotidienne les méfaits d'une forte inflation, tout particulièrement ce qui concerne l'alimentation et l'énergie. Inopportune, car elle arrive au terme de 2 années où les bases fiscales ont augmenté en 2023 de plus 7,1% et en 2024 de plus 3,9%, soit une augmentation de plus de 11%. Je rappelle au passage que la hausse des bases fiscales décidée chaque année par l'État et votée en loi de finances est calculée sur le niveau de l'inflation annualisée de novembre de l'année N-1 à novembre de l'année N. Irresponsable, car c'est la solution par excellence de la facilité qui contrevient à la recherche de solutions plus audacieuses pour trouver des sources d'économies réelles. En l'espèce et parmi les moyens existants, vous savez tout comme moi, je l'espère, que les communes ont un autre levier d'action à privilégier que la hausse des taux, c'est celui de fiabiliser ces bases fiscales, avec l'aide de la Commission communale des impôts directs, la CCID. Un travail minutieux qui consiste à modifier le classement des locaux, rectifier les surfaces pondérées à la suite de transformations, réestimer la surface pondérée nette suite à des travaux d'entretien, examiner les éléments de confort, etc. Autant de tâches qui permettent d'optimiser les bases fiscales et donc les recettes attendues, qui, si elles sont menées à leur terme, ne rendent pas nécessaire le recours à une hausse des taux. J'ose espérer que ce travail est entrepris en parallèle dans notre commune. Inique, car elle ne concerne depuis la suppression de la taxe d'habitation que les propriétaires, c'est-à-dire qu'elle ne sera pas supportée par tous les Sallois. Inutile, quand on sait que les dernières années, c'est entre 250 et 380 000 euros de dépenses imprévues, 376 000 l'année dernière, en BP 2023, qui avaient été inscrites au budget respectif, soit un montant supérieur à la recette supplémentaire générée par cette hausse des taux. Ce qui montre à l'évidence que vous pouviez vous passer d'un tel surplus de recettes. Et comptablement parlant, la hausse des recettes de fonctionnement induite va conduire, pour équilibrer les comptes, à augmenter mécaniquement les dépenses de fonctionnement. Inacceptable, puisque nous avions déjà des taux supérieurs de 8 points à la strate démographique, cet écart sera à présent supérieur à 10 points. C'est sans doute là d'ailleurs le point le plus regrettable, car cette hausse va faire de notre commune, parmi celles de sa strate, qui ont entre 5 000 et 10 000 habitants, une des plus taxées de Gironde. Je ne peux pas affirmer que cette liste est exhaustive, mais voilà en tout état de cause les raisons objectives qui me conduisent à m'opposer vigoureusement à cette hausse de la fiscalité. Mais à ces raisons qui devraient se suffire à elles-mêmes, il faut ajouter à présent des raisons politiques que je vais vous exposer. En premier lieu, si on dit bien volontiers qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, pour ce qui vous concerne, il faut s'armer sérieusement pour vous suivre, car vous faites aujourd'hui le contraire de ce que vous défendiez seulement 1 an plus tôt. Je vous cite lors de la séance du 4 avril 2023. Si la commune veut s'équiper, elle a 3 choix, l'impôt, l'emprunt et ou l'autofinancement. Quand on sait qu'un point de fiscalité correspond à 70 000 euros de recettes supplémentaires, on voit vite que ce n'est pas forcément le bon levier. Doit-on s'attendre à ce que vous changiez à nouveau d'avis à l'issue de ce vote? Ne dit-on pas, les paroles s'envolent, les écrits restent. En voilà une belle démonstration. Vous en voulez une autre? Autre circonstance, même effet. Dans la présentation de votre budget pour 2023, dans le Vivre à Salles de l'été dernier, à la page 4, on peut lire une des 3 priorités suivantes. Préserver le pouvoir d'achat des ménages en n'augmentant pas le taux des impôts locaux. Comme vous avez fait l'inverse aujourd'hui, l'honnêteté voudrait que vous écriviez dans le prochain Vivre à Salles
détériorer le pouvoir d'achat des ménages en augmentant le taux des impôts locaux. Bravo. En second lieu, je voudrais mettre en exergue un chiffre que chacun pourrait aisément garder en mémoire. 1 200 000 €. Que représente ce chiffre symbolique? Tout simplement l'augmentation du produit fiscal de nos 3 impôts locaux en seulement 4 années entre 2021 et 2024. La hausse des bases fiscales sur ces dernières années, couplée à la hausse démographique, a fait grimper certes la facture pour les pauvres Sallois que nous sommes, mais aussi et surtout les recettes encaissées par la commune. En cumulé, vous avez donc bénéficié de 2 200 000 € de recettes fiscales supplémentaires, ce qui est colossal. Qu'avez-vous donc fait de cette manne d'argent providentielle? Je dois rappeler à ce stade que vous avez encaissé par ailleurs une recette exceptionnelle de 1,7 million d'euros en vendant les terres de la Molinie, qui rapportait chaque année un loyer non négligeable. Où est passé tout cet argent qui représente la somme astronomique de 4 millions d'euros? Pour nous, c'est évident. Dans la masse salariale qui suit une croissance vertigineuse, c'est bien déplorable. Dans une politique festive et culturelle généreuse, mais on peut se demander si ce n'est finalement pas trop déraisonnable au regard de nos finances, si c'est pour faire payer aux Sallois la note finale. Et je passe d'autres dépenses superflues qui font que vous en soyez réduits à une telle issue de devoir mettre le contribuable sallois à l'amende. Autre facteur saisissant. La fiscalité à Salles ces 20 dernières années a subi 3 hausses. 2 hausses sous la mandature de M. Nuchy, maire socialiste, donc M. Bureau, vous-même, donc était alors premier adjoint, et une ce jour avec de nouveau des élus de gauche. Et même si cela devrait vous procurer une certaine gêne, aucune augmentation durant le mandat précédent de l'équipe municipale du maire de droite, Luc Dervillers, conformément aux engagements que nous avions pris devant les Sallois. On ne peut s'empêcher d'y voir aussi des similitudes édifiantes avec la majorité présidentielle aux abois. Tous les groupes d'opposition confondus, les institutions financières telles que la Cour des comptes et les économistes sérieux dénoncent depuis avec insistance le fait que le gouvernement, avec son quoi qu'il en coûte, allait droit dans le mur. D'un côté, nous avons un gouvernement qui a, pour des raisons politiques et démagogiques évidentes, fait le choix de distribuer des chèques en blanc pour dissiper les crises qui se sont succédées, de supprimer la taxe d'habitation, ce qui, avec le recul nécessaire, est considéré aujourd'hui comme une grossière erreur. Rattrapé par la réalité, il ne sait plus comment se résoudre à lutter contre les dérives budgétaires et l'endettement infernal dont il s'est rendu coupable. Nous avons un ministre de l'économie perdu, hagard, qui jure au grand bon Dieu qu'il n'y aura pas de hausse d'impôts sans trop y croire. Et un chef de l'État qui, jeudi dernier, lors d'un déplacement à Bergerac, n'hésite pas à déclarer « On ferme tout de suite l'hypothèse qu'on va régler les problèmes avec plus d'impôts, maladie française ». Oui, il s'agit bien en effet d'une maladie française qui a hélas contaminé notre bonne ville de Salles. De l'autre côté, nous avons une majorité municipale que nous avons cessé de mettre en garde contre la baisse des recettes à venir du fait de la crise économique et financière et contre sa frénésie de dépenses, et personne ne peut aujourd'hui le nier. Une majorité qui se trouve aujourd'hui bien dépourvue, dont je sais d'ailleurs qu'elle met à présent les services municipaux à la diète, c'est dire la gravité de la situation, qui vient vous expliquer tranquillement qu'elle doit faire face à une baisse de ses recettes. Ce n'est pas la stricte vérité quand on observe la hausse continue du produit fiscal comme nous l'avons vu précédemment, ou la hausse très régulière des dotations de l'État, la DGF, avec une DSR dynamique, comme le montre le graphique du rapport des orientations budgétaires, page 86. Et à des dépenses contraintes, sans passer d'ailleurs trop de temps sur les dépenses qui dérapent, qui sont faites par choix politique. Bref, il faut de reconnaître que l'on a tort, on fait reporter la responsabilité sur les autres. Dire avec désinvolture, comme le fait le gouvernement par la voix d'un jeune Premier ministre qui essuie son baptême du feu, on n'a pas un problème de dépenses mais de recettes, revient à décliner le concept à l'infini. En s'amusant un peu, on pourrait dire on n'a pas de problème de complexité bureaucratique mais de compréhension des citoyens. Comprendre, ils sont limités. On n'a pas un problème de paresse, ce sont les autres pays qui bossent trop. On n'a pas un problème de coût du travail mais de prix de vente. C'est aux consommateurs d'acheter plus cher, on n'a pas un problème d'inondation mais de maisons trop basses, etc. Plus sérieusement, assumez vos propres responsabilités. En augmentant les impôts aujourd'hui, vous reprenez d'une main ce que vous aviez donné de l'autre. On pourrait prendre l'exemple de la tarification de la cantine scolaire à 1 €, heureusement bien subventionnée par l'État. On voit bien ici encore que vous naviguez à vue et que votre approche de la gestion communale est totalement illisible. Déshabiller Paul pour habiller Jacques ne fait pas une politique responsable. En dépit de tous ces faits qui ne jouent pas en votre faveur, vous osez faire les poches de nos administrés. Faire payer les Sallois pour assurer votre train de vie dispendieux. C'est de mon point de vue irrécevable. Ou bien, en effet, la ville est présumée bien gérée, et dans ce cas, aucune raison de faire appel au levier fiscal, ou bien elle ne l'est pas, et le recours à cet outil peut devenir une nécessité. La réponse est donc dans la question.
Vous pouvez donc vous justifier par tous les moyens que vous voudrez. Trouver toutes les excuses, vraies ou pas vraies. Nous dire bien sûr que vous le faites à contre-cœur, que c'est pour investir davantage. Avec une somme approximative de 200 000 €, vous n'allez pas aller bien loin. Sortir les mouchoirs à coups de paroles larmoyantes. Tenir un discours catastrophiste. Accuser, comme vous plaisez à le faire complaisamment depuis 4 ans, vos prédécesseurs pour vous exonérer de vos responsabilités. Nous abreuver de vos complaintes pour vous disculper. C'est peine perdue, halte au blablabla. Non, ne compte n'y est pas. La France compte quelques 35 000 communes. Et seule une petite poignée auront fait appel au levier fiscal pour lever des recettes supplémentaires. Je ne résiste pas à l'envie d'évoquer, une fois n'est pas coutume, le cas de la ville de Jean Mestras, que je connais bien, qui a voté son budget prévisionnel sans hausse de ses taux de fiscalité, et ce pour la 19e année consécutive. Procéder à une augmentation de la fiscalité locale est une décision politique que vous devez assumer auprès des Salois. Pour faire une métaphore sportive, empruntée au football pour masquer ma préférence sportive au rugby, en admettant que nous jouions en Ligue 2, c'est un peu comme si nous étions désormais relégués en national. Alors je vous le dis comme je le pense, et je parle en mon nom, mais j'espère bien que la prochaine équipe municipale en cas d'alternance politique reviendra sur cette augmentation pour revenir à la situation qui prévalait jusqu'en 2023 et qui n'était pas déjà, comme je l'ai indiqué, très encourageante. Pour toutes ces raisons, à la fois factuelles et non discutables et politiques, je voterai plus déterminé que jamais et très remonté contre cette délibération irresponsable. Se résoudre à l'augmentation de la fiscalité locale est pour moi l'aveu d'un échec. Cela devrait être l'ultime solution quand on a fait usage de toutes les autres. Votre échec est évident, il était latent, il est aujourd'hui patent. Je vous remercie de votre attention. Mon allocution était certes assez longue, mais il n'était pas concevable de passer sous silence l'ensemble de ces arguments démonstratifs. J'appellerai pas ça des arguments démonstratifs, j'appellerai ça vos idées, que je respecte d'ailleurs, mais voilà, ça reste vos idées et uniquement vos idées. Moi, je vais revenir sur un truc. Moi, ce qui n'était pas du tout lisible, c'était votre gestion. Ça, pour moi, elle l'était pas. Voilà, c'est un côté d'un côté, un côté de l'autre. C'est très bien. Moi, je lisais pas, vous lisez pas celle-là. Grand bien vous fasse. Moi, je voudrais revenir quand même sur le quoi qu'il en coûte. Alors, on ne peut pas me prêter des collusions macroniennes depuis longtemps, mais je vais quand même rappeler 2 petites choses. C'est que la France, avec son quoi qu'il en coûte, était quand même un des pays qui s'en est le mieux sorti pendant la crise. Alors, le fait est, ça a coûté. Mais est-ce que ça a coûté plus cher que quand on a refinancé les banques sans intérêt, alors qu'elles risquaient de perdre l'argent de tous les contribuables ? Voilà, ça n'a gêné personne. Ça n'a certainement pas gêné votre mouvement politique, d'ailleurs. On a recapitalisé les banques à des hauteurs sans nom. Ça, c'était normal. Par contre, qu'on s'occupe du quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire de donner de l'argent pour passer une situation difficile que personne ne pouvait prévoir, ça perturbe les gens. Eh bien, moi, s'il y a bien une chose que je retiendrai de la mandature d'Emmanuel Macron, c'est au moins que le quoi qu'il en coûte nous a permis de traverser une crise de façon certainement plus saine que ce qui s'est passé à d'autres endroits où ça n'a pas été le cas, et je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'il n'y ait pas beaucoup de pays qui aient mis ça derrière. Maintenant, vous me dites que vous vous engagez, si vous vous présentez, si vous arrivez à constituer une liste, à rebaisser les impôts. Grand bien vous fasse, vous donnez une ligne de votre projet, c'est très bien. Ce ne sera pas le mien, ça c'est certain. Comme ça n'a pas été le mien d'ailleurs, ni le nôtre d'ailleurs, au cours de cette mandature, on n'a jamais dit qu'on n'augmenterait pas les impôts pendant la mandature au cours du projet qu'on a porté devant les Salois. Je vais même aller plus loin, je vais faire un aveu de vérité. J'avais même dit au vœu, vous ne l'avez pas dit, mais moi je vais le dire, qu'on n'augmenterait pas les impôts cette année. Par contre, j'ai aucune gêne à revenir en arrière quand la situation l'exige. Et là, aujourd'hui, je pense que la situation l'exige pour maintenir les services publics comme on l'est, et je l'ai dit tout à l'heure, les valeurs qu'on a ne sont pas les vôtres, grand bien vous fasse, mais on continuera à aller dans nos valeurs et dans nos engagements tels qu'ils ont été pris. Vous prendrez vos engagements quand vous vous présenterez, il y aura alternance ou il n'y aura pas alternance, on verra bien. Mais en tous les cas de figure, je ne m'étais pas engagé à ne pas augmenter les impôts. Et aujourd'hui, si on le fait, certes, c'est à contre-cœur, mais je n'hésite pas à le faire. Surtout que
Vous avez parlé de la taxe d'habitation. En supprimant la taxe d'habitation aujourd'hui, on paye toujours moins d'impôts qu'il y a de ça quelques années. Donc voilà. Maintenant, dernier petit point d'humour. Moi, j'aime bien les débats un peu populistes que vous pouvez tenir. On parle de marche prime qui a baissé. Ah, c'est magnifique, marche prime. Taux d'imposition de marche prime, vous le connaissez ? 50,66% sur la taxe foncière. Voilà, juste comme ça. Voilà, alors on peut baisser de 0,1%, ça ne change rien du tout en réalité. Ça veut dire qu'ils sont déjà beaucoup plus hauts que nous, alors ils peuvent toujours baisser un petit peu. En attendant, ils sont plus de 2 points devant nous. Donc voilà, c'est une petite touche d'humour, mais de temps en temps, il faut savoir de quoi on parle. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que vous le sachiez. Simplement, pour revenir sur 2-3 éléments, on ne va pas revenir sur tout. Sur la fiabilisation des bases fiscales, je rassure tout le monde, la Commission communale des impôts directs travaille bien. Elle s'est réunie d'ailleurs il n'y a pas très longtemps. Certains d'entre vous font partie de cette commission. Et justement, lors de cette commission, il a été relevé des manquements de certains Salois par rapport à des déclarations d'aménagement ou autres. Et toutes ces erreurs qui vont être rectifiées permettront effectivement de modifier la base d'imposition de la taxe foncière sur les années à venir, mais ce travail a été fait également l'année dernière et l'année d'avant. Tous les ans, la commission se réunit et travaille. Voilà. Non, mais je ne peux pas laisser dire que peut-être on ne travaillerait pas dans le cadre de la commission CCID. Si, ça fait partie. C'est tout. Voilà. Factuellement, je préfère qu'on remette un petit peu les choses à leur place. Voilà, mais c'est un levier d'action qu'on utilise. On ne peut pas laisser sous-entendre qu'on ne l'utilise pas, ce levier de fiabilisation. Autre chose par rapport à la politique festive et culturelle. Il faut quand même savoir, et certains d'entre nous, et malheureusement, M. Pierre Boustelefin, qui n'est plus avec nous aujourd'hui, s'est appuyé pour réaliser et monter ce programme sur un sondage qui a été fait auprès des Salois l'été dernier, qui a révélé que, pour ceux qui avaient répondu justement au sondage, ils souhaitaient plus de spectacles, plus de manifestations, et c'est par rapport à ces demandes que le programme a été construit. Donc c'est pas juste la danseuse de Monsieur le maire ou de moi-même, c'est par rapport aux réponses qui ont été faites au sondage, auquel vous avez peut-être répondu d'ailleurs. Pour terminer... sur la détérioration du pouvoir d'achat, je dirais que quand même le budget 2024, il est plus, il n'a pas été bâti pour détériorer le pouvoir d'achat des Salois, mais il a été bâti pour maintenir un niveau de service élevé, parce que les habitants sont exigeants, et nous le sommes aussi. Et quand des services sont en place, il faut continuer à pouvoir les maintenir. Quant au fait que vous n'ayez pas augmenté les impôts sur la précédente mandature, effectivement, quand on a une taxe d'aménagement et des droits de mutation qui prennent 150 à 200 000 euros tous les ans, on peut se permettre de ne pas augmenter. Voilà. Mais vous l'avez dit aussi. Voilà. Non, ce n'est pas un jeu ridicule. Je réponds juste factuellement à quelques éléments du propos. Le micro, oui. Parce qu'autrement les gens n'entendent pas. Mais je l'ai dit que la DGF, elle évoluait, mais pas suffisamment par rapport à l'augmentation de la population. Il y a des recettes qui baissent. On a tendance à ne regarder que qu'on se focaliser que sur celles qui baissent, mais heureusement, il y en a qui montent. On l'a dit tout à l'heure, je l'ai rappelé là tout à l'heure, le produit fiscal, c'est pas pour sortir un grand chiffre pour faire peur, c'est pas ça. On a de la chance, on a une hausse démographique, donc encore une fois c'est très bien. Et le fait qu'on ait eu des bases qui est fortement augmentées, mais ça c'est la même chose partout, ça a permis d'avoir donc des recettes qui sont assez importantes. Je parlais des droits de mutation par rapport au marché de l'immobilier. Je parlais des droits de mutation. Les bases fiscales, elles augmentent à hauteur de l'inflation. Enfin, voilà, donc elles suivent l'inflation, comme les dépenses suivent l'inflation. Donc c'est pas ça qui donne les leviers. Je suis désolé, mais c'est pas ça qui donne les leviers. Après, vous avez parlé d'un truc tout à l'heure où je vous rejoins, c'est alors le fait est, pour moi changer d'avis c'est pas une faiblesse. Alors il y en a qui peuvent le croire. Moi j'appelle pas ça une faiblesse. J'appelle ça juste être pragmatique, l'inverse de ce que vous me reprochez. Par contre, la taxe foncière, où vous avez raison, c'est que c'est une taxe qui est injuste parce qu'elle repose que sur les propriétaires. Mais par contre, vous êtes pour la suppression de la taxe d'habitation.
Ah, vous étiez pour. Tous vos partis, je suis désolé, mais vos partis, ils ont tous été pour la Ah non, absolument pas. Voilà, donc, à un moment, il faut savoir ce qu'on veut. La taxe d'habitation était une des rares taxes qui était juste parce qu'elle touchait, même s'il y avait des exonérations pour les gens qui avaient des bas salaires, elle touchait beaucoup plus de monde que le fait la taxe foncière. Aujourd'hui, c'est pas moi qui est responsable, que le seul levier fiscal qu'a la collectivité, c'est la taxe foncière. Aujourd'hui, il n'y a plus que ça. Tous les autres, ils ne sont pas à notre main. Donc voilà. Ou s'ils le sont, ils ont été investigués. Ouais. Dans votre pragmatisme, on peut entendre que si l'année prochaine ça va mieux, vous reviendrez sur l'imposition sur 2025. Non plus, ça c'est clair que je m'engagerai Bah, pas là-dessus. il faut jouer le jeu dans les deux sens, puisque vous Non, avez dit que... si vous voulez, ce que j'ai dit dans mon propos tout à l'heure sur le BP, il tient. Quand on a un résultat d'exercice de l'ordre de 13 000 euros sur un budget de 10 millions, je vous laisse imaginer qu'il faut quand même qu'on retrouve des marges de manœuvre qui nous permettront de dégager à la fois de l'autofinancement ou autre chose. Donc aujourd'hui, c'est aussi au regard de ça qu'on augmente les impôts. Il y a la difficulté à boucler le budget et il y a aussi le fait de retrouver des marges de manœuvre pour demain. Donc s'engager, je vais dire que si demain l'État payait ce qu'il doit au niveau de des taxes, des dotations, etc., qu'on avait les moyens des missions qui nous sont confiées, pourquoi pas. Je veux dire, il y en a d'autres qui ont baissé à des moments. Je crois qu'il y a des périodes pour ça. Mais aujourd'hui, s'engager sur une baisse, non. Je ne l'ai pas fait au moment des élections. Je ne l'ai jamais fait au moment des élections. Jamais, au grand jamais, je n'ai dit à une élection depuis 2001 qu'on augmenterait ou qu'on baisserait l'imposition. Je ne le ferai encore pas aujourd'hui parce que ça, pour moi, ça s'appelle du populisme. Non, mais on peut être sur un grand principe, comme vous l'avez dit, de façon à contre-cœur, vous évoluez les impôts parce que vous n'avez pas le choix. Mais si on a le choix l'année prochaine... Je les baisserai à contre-cœur. Eh bien, tant mieux. Voilà. Mais si c'est populiste, on leur met un ministre de l'économie qui est populiste, puisque le pauvre il s'évertue à nous dire depuis des mois et des mois qu'il n'aura pas d'augmentation d'impôts. Je suis assez d'accord avec vous sur le sujet. Voilà. On passe au vote. Donc, y a-t-il des oppositions? 6. Des abstentions? Ouais. Des abstentions? Je vous remercie. Autorisation de programme et crédit de paiement APCP, opération réhabilitation de la salle des fêtes du Bourg. Et la parole est à Christian. Il est où? Il essaye d'allumer son micro, Christian. Ah, ça y est. Pardon. Vu la tenue de la commission municipale finance-budget le 8 avril 2024, vu la délibération numéro 2023-24 du 3 avril 2023, relatif à la création d'une autorisation de programme libellé réhabilitation de la salle des fêtes du Bourg, vu la délibération numéro 2023-88 du 04 2023 relatif à l'attribution des marchés publics pour les travaux d'extension et restructuration de la salle des fêtes du Bourg. Vu la délibération numéro 2024-13 du 15 avril 2024 relatif au budget primitif 2024, considérant la passation des marchés des travaux intervenus en décembre 2023, le calendrier des travaux et le passage des dépenses induits, il est nécessaire de réajuster la répartition des crédits de paiement de cette autorisation de programme. Après avoir délibéré, il est proposé au Conseil municipal de modifier la répartition des crédits de paiement de cette autorisation programme de façon suivante. Total 1 917 742,30. Année 2024, 1 200 000. Année 2025, 715 742,30. De dire que les crédits de paiement seront inscrits automatiquement dans le budget des années considérées. Leur suivi sera retracé dans les annexes budgétaires prévues à cet effet. Pas de questions, je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Alors, délibération 2024-18, mise en valeur mémorielle de la place de la mairie en esplanade George William Louis Taylor.
Donc, vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L2121-29, vu la tenue de la Commission urbanisme et sécurité du 5 avril 2024, considérant qu'il y a lieu de permettre la mise en valeur mémorielle de la place de la mairie en esplanade sous-lieutenant George William Louis Taylor. En effet, George William Louis Taylor, né le 25 août 1924 à Salles et tué le 8 avril 1945 en Hollande, est un résistant français, membre des forces françaises libres, après avoir rejoint la Grande-Bretagne. Il est compagnon de la Libération, titulaire de la Légion d'honneur et de nombreuses décorations étrangères. Le 9 juillet 1944, il est parachuté en Bretagne. Le 8 avril 1945, lors d'une attaque sur l'Orange Canal aux Pays-Bas, il est tué par un soldat SS. Il est inhumé une première fois à Westerbork, aux Pays-Bas, avant que son corps ne soit rapatrié en France dans le cimetière de Salles, son village natal, dans le monument honorant nos héroïques soldats. Un hommage lui sera rendu le 8 mai 2024 lors de la prochaine cérémonie commémorant la victoire sur l'Allemagne nazie. La place de la mairie sera mise à l'honneur à son nom et appelée Esplanade George William Louis Taylor. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal de décider qu'un hommage sera rendu à cet éminent personnage chalois lors des prochaines cérémonies de commémoration du 8 mai 1945 et que la place de la mairie sera mise à l'honneur à son nom et appelée Esplanade George William Louis Taylor. De me charger de prendre toutes les dispositions nécessaires pour exécuter cette décision en apposant notamment une plaque rappelant George William Louis Taylor, dit Bill Taylor d'ailleurs, et tous les faits le concernant tels que précisés dans l'annexe jointe à la présente délibération. Avez-vous des questions? Pas de questions, je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. 2024-19, dénomination de voix nouvelle, la parole est à Patrick. Donc, vu la tenue de la Commission urbanisme et sécurité le 5 avril 2024, considérant la nécessité de procéder à la dénomination de la voie du lotissement autorisée par permis d'aménager PA 033 498 21 K004 en date du 4 août 2021, située sur le chemin des Sangues, pour permettre aux riverains d'avoir une adresse. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal de décider de la dénomination impasse Alix et Pierre Boiry pour la voie du lotissement autorisée par permis d'aménager susnommé en date du 4 août 2021, située chemin des Sangues, de dire que cette voie sera privée et que sa gestion restera à la charge du ou des propriétaires, et ce tant que la procédure de rétrocession dans le domaine public, conformément au règlement relatif à la reprise des infrastructures privées dans le domaine public communal adopté par délibération numéro 2020-10-05 du 12 octobre 2020 du conseil municipal, ne sera pas effectuée. De charger monsieur le maire de communiquer cette information, notamment au service du cadastre et postaux. Est-ce que vous avez des questions? Je reprendrai juste la citation de Patrice quand il était en commission. Avec tout le respect que j'ai pour Alix et Pierre Boiry, si à chaque fois qu'on achète un terrain salois, on met son nom de... J'aimerais qu'on soit un peu plus imaginatif. Non, mais en l'occurrence, je vais vous dire un truc, c'est pas le fait que ce soit le terrain, c'est une question de lieu. Il y a eu des débats sur d'autres noms. D'abord, Pierre Boiry a été un personnage sur cette commune. C'est pas n'importe qui. Il a été conseiller municipal 3 mandats sous Raymond Brun. Ça a été quand même le patron, le propriétaire de la Comète, que ce soit le bar ou l'ambiance, la salle de spectacle qui était en face. C'est quand même des personnages qui ont marqué le village et qui méritaient d'être honorés. Je trouvais que ça avait plus de sens sur Sangues d'appeler ça Alix et Pierre Boiry plutôt que Clairly Charbonnier, comme on a certaines idées, parce qu'il faudra, on l'a évoqué, ou Marny, Martin, voilà, il faut trouver des lieux qui sont adaptés. Je trouve que franchement le chemin de Sangues et le chemin qui est en plus, qui va être juste derrière la Comète, le mettre à Alix et Pierre Boiry, je trouve ça plutôt alors je peux comprendre Patrice, il n'est pas du village et il ne sait pas qui c'était. Moi j'ai passé suffisamment de temps dans le bar de Pierre Boiry pour savoir qui il était et ce qu'il représentait dans le village. Voilà. Il y avait eu 2-3 actions comme celle-ci, il ne faudrait pas que ça se généralise, c'est tout. Non, mais ça fait partie des personnages. Enfin, je vais vous dire, Clairly Charbonnier est un personnage qui, à un moment, il faudra mettre à l'honneur.
Serge Martin et Marnie Martin sont des personnages qu'il faudra mettre à l'honneur. Je pense aux sœurs de William Taylor, qui sont 2 résistantes, dont une qui a tué des officiers SS à Paris et qui a été, pareil, qui a fait partie des forces françaises libres. Voilà, il y a des gens comme ça qu'il faudra à un moment mettre à l'honneur sur ce territoire. Voilà, et Pierre et Alix Boiry, alors plus Pierre que Alix d'ailleurs. Là, l'idée, c'était de mettre Alix d'abord parce qu'on a un peu moins de femmes. C'était voilà. Pour réagir à un article du Bonnier Nettoie qui disait qu'en fait, sur les 5 communes, il n'y avait que 2 noms de femmes. Et donc, moi, je tenais, et je l'ai proposé à tout le monde, qu'on mette en fait des noms de femmes un peu en avant. Voilà. Y a-t-il d'autres observations? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération 2024-20, crèche tête en l'air, mise à jour du règlement de la commission d'attribution des places de la crèche tête en l'air. La parole est à Vanessa. Vu la tenue de la commission petite enfance, enfance, jeunesse et vie scolaire en date du 2 avril 2024, il convient d'actualiser le règlement de fonctionnement de la commission d'attribution des places de la crèche collective tête en l'air comme suit. Les principales modifications apportées concernent dénomination de la crèche collective à la place de multi-accueil, les coordonnées mail du relais petite enfance, la modification du nombre de places disponibles à la crèche, soit 36 places suite à l'agrandissement. L'ordre dans lequel les dossiers sont présentés lors de la commission, dossier prioritaire, dossier dont les enfants sont déjà accueillis à la crèche, en accueil régulier, puis dossier de préinscription. La date de naissance de l'enfant dans le dossier de préinscription a été rajoutée. Toutes les familles sont recontactées au mois de janvier pour faire le point sur leur dossier. Les familles dont les enfants sont accueillis en accueil occasionnel à la crèche doivent faire une préinscription auprès du relais petite enfance. Modification du dernier critère d'attribution des places, la notion de travailler sur la commune dans la limite des places disponibles. Présentation de l'organisation d'accueil des enfants, 3 sections d'accueil sur la crèche en fonction de l'année de naissance de l'enfant. La visite médicale par le médecin référent qui n'est plus obligatoire a été supprimée du règlement, un certificat médical d'aptitude à la vie en collectivité suffisant, document inscrit dans la liste des documents à fournir. Le terme période d'adaptation devient période de familiarisation en adéquation avec le règlement de fonctionnement de la crèche et le projet pédagogique. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'approuver le règlement de fonctionnement de la commission d'attribution des places de la crèche collective tête en l'air, annexé à la présente proposition de délibération, d'autoriser monsieur le maire à signer au nom de la commune ce règlement, de transmettre ce règlement aux différents partenaires institutionnels, PMI et CAF, de transmettre ce règlement aux usagers présentant un dossier de préinscription pour la crèche, de permettre que ce règlement soit consultable sur le site internet de la ville ainsi qu'au service petite enfance. Avez-vous des questions? Oui. Allez, avez-vous, s'il n'y a pas de questions, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Dernière délibération, délibération numéro 2024-21, signature d'une convention pour le renouvellement à l'adhésion de la commune au dispositif de tarification sociale des cantines, cantine à 1 €. La parole est à... Vu la délibération numéro 2024-60 en date du 2 octobre 2023, visa préfectoral du 4 octobre 2023, vu la tenue de la commission petite enfance, enfance, jeunesse et vie scolaire le 2 avril 2024, dans le cadre de sa politique sociale résolument tournée vers l'accès à la restauration scolaire du plus grand nombre, la commune de Salles souhaite s'engager à nouveau dans le dispositif de tarification sociale des cantines scolaires, communément dénommé repas à 1 €, la commune faisant partie des communes éligibles à la tarification sociale des cantines scolaires et étant conventionnée depuis le 8 juillet 2021. Pour bénéficier des aides relatives à la tarification sociale des cantines scolaires, il est nécessaire que la commune signe une nouvelle convention avec l'État. Ce dispositif permet à la commune de bénéficier d'une aide de 3 € par repas facturé 1 € sous la condition d'appliquer au minimum 3 tranches de tarifs différents, dont au moins une à 1 € pour les enfants demi-pensionnaires de nos écoles. Cette aide s'adresse à 20% des élèves en moyenne, soit environ 140 élèves par trimestre. Ce sont près de 5000 repas servis en moyenne par trimestre en lien avec cette tarification. La convention actuelle prend fin le 8 juillet 2024. Par décision numéro 2021-46 en date du 1er juillet 2021, Monsieur le maire, en vertu des délégations du conseil municipal prises sur la base de l'article
2122-22 du CGCT a fixé les tarifs de la restauration scolaire à partir du 1er septembre 2021 comme suit. Tarif du repas, donc pour les familles qui ont un quotient familial compris entre 0 et 869, ce qui correspond aux 3 premières tranches de notre barème de quotient familial, le prix du repas est à 1 euro. Pour les familles dont le quotient familial est entre 870 et 1009, le repas est à 1,95 €. Pour les familles ayant un quotient familial compris entre 1010 et 1149, le repas est à 2,45 €. Pour les familles ayant un quotient familial compris entre 1150 et 1349, le repas est à 2,95 €. Pour les familles ayant un quotient familial compris entre 1350 et 1549, le repas est à 3,20 €. Pour les familles qui ont un quotient familial compris entre 1550 et 1799, le repas est à 3,45 €. Et les familles ayant un quotient familial compris entre 1800 et 2099, le repas est à 2,70 €. Et pour la tranche 3,70 €, pardon, c'est bien, vous suivez tous. Et pour les familles qui ont un quotient familial supérieur à 2100, le repas est à 3,95 €. Après en avoir délibéré, il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à signer la convention triennale relative à la tarification sociale des cantines scolaires avec l'Agence des services et des paiements représentant l'État dans cette mesure, ainsi que tous les documents et actes nécessaires à la mise en œuvre de ladite convention si annexée. Avez-vous des questions? Pas de questions. On passe. Oui, pas très importante, mais où je ne suis pas tellement d'accord, c'est le premier prix à 1 €, parce que la question que je poserais, combien que ça coûte vraiment, combien que ça coûte à la société Alors, Attends, 2 secondes. Oui, quand on dit que des fois il faut travailler, je pense que des fois il faut écouter aussi. La tarification sociale, elle est liée à une subvention de l'État à côté qui compense la perte pour la collectivité. Et le tarif à 1 €, il n'est pas mis comme ça, c'est une obligation de l'État. Voilà, donc de temps en temps, c'est pas la première fois, on l'a déjà proposé cette délibération. Donc de temps en temps, il faut savoir écouter et pas que faire de la polémique. On peut ne pas être d'accord aussi. C'est pas une question d'être d'accord ou pas d'accord, c'est juste une question d'écouter et de travailler. Oui, d'accord. Bon, voilà, tu as répondu. N'empêche que le prix la question, vous ne répondez pas à ma question, le prix d'un repas pour en principe, une cantine, ça vous pourriez nous le dire quand même. Le département nous facture combien? Non, ça c'est ce que nous facture. Le département nous facture 3 € et des poussières le repas. Le coût d'un repas globalement, quel que soit le cas dans une cuisine centrale, précisément sur le collège de Salles, je ne sais pas, mais on peut considérer que toute charge comprise, il doit être aux alentours de 8 €. Ouais, voilà. Voilà, on l'a jamais, on le facture pas à 8 €, on le facture sur une base réelle qui est souvent celle des aliments. Voilà. Là, en l'occurrence, ce dont on peut se féliciter, c'est que depuis la mise en place de la tarification sociale, on n'a plus aucun indu au niveau du service enfants-jeunesse sur la cantine. Voilà, et ça, on ne peut que s'en féliciter. Voilà. Et une augmentation de la fréquentation, ce qui n'est pas anodin. D'autres observations? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? 2 abstentions. Je vous remercie. On va passer aux questions. Gradiela et Vincent, vous faites la première. Ah ouais. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les adjoints et conseillers municipaux, pourriez-vous nous exposer le projet que vous aviez confié, donc la décision du maire numéro 2023-28, à Progema pour une étude d'un montant de 30 275 € en mars 2023 concernant l'ancienne piscine. En effet, 30 275 € dépensés pour avoir une idée de projet de réaménagement. Un an après, avez-vous le retour ou des esquisses? Et ma deuxième question... Non, mais on va faire la première déjà. On va faire la deuxième après. Je vais répondre à la question. Après plusieurs réunions avec la société et différents utilisateurs potentiels des installations pour définir les besoins, dont l'USS qui en sera un utilisateur majeur pour le foyer et les vestiaires, une réunion de présentation a eu lieu fin janvier.
3 scénarios ont été présentés sur la base d'extension et restructuration des locaux ou démolition totale et reconstruction. Les coûts estimés pour ces 3 scénarios allaient de 3 256 000 euros à 3 912 000 euros pour répondre à toutes les attentes exprimées. Cela nécessitait une surface supplémentaire de 755 mètres carrés. Ces scénarios n'étant pas supportables financièrement, il a été demandé à la société de retravailler un projet plus réaliste, plus compact et réduisant fortement le besoin de surface supplémentaire. Le scénario 4 que nous venons de recevoir et qui nous permettra de rechercher des subventions pour sa réalisation répond à ces objectifs mais porte quand même sur une enveloppe d'1 303 000 euros hors taxe de travaux. Ce scénario sera présenté prochainement aux utilisateurs potentiels pour recevoir leurs avis et nous essaierons de nous appuyer sur une société spécialisée dans les recherches de subventions pour voir où il est possible d'aller en chercher, notamment sur des dispositifs que nous ne connaîtrions pas ou qui sortent des pratiques habituelles. Deuxième question. Merci. Et ma deuxième question, c'était le conseil de quartier de la Vignole a-t-il travaillé sur les besoins du quartier en ce qui concerne la maison achetée en juin 2021 pour un montant de 220 000 euros? Vous nous aviez informé que ce conseil de quartier de la Vignole tablerait sur ce dossier. Cela va faire bientôt 3 ans, 2 ans qu'il y a des conseils de quartier. Et mis à part le parking qui sert à dépanner la salle des fêtes et l'école, rien n'a bougé. Est-ce que vous avez des retours du conseil de quartier? Patrick. Oui, alors effectivement, c'est moi qui vais répondre. Aujourd'hui, ce terrain, comme vous le dites, sert de parking en complément pour la salle des fêtes et pour l'école pendant les travaux avec la partie de terrain arrière qui sert à l'école, ou tout du moins servira à l'école, cette partie arrière, quand les beaux jours seront là. L'achat de ce terrain, en fait, était une opportunité. Je rappelle qu'il a été payé 220 000 euros, ce qui fait un prix moyen au mètre carré de 53 euros, donc quasiment introuvable sur salle à cette époque-là. Donc, opportunité d'acquérir du foncier constructible en cœur de quartier pour porter dans les années à venir un projet qui puisse être fédérateur. Quelques traits avaient été évoqués lors de la délibération de juin 2021. À ce jour, après un audit du bâtiment, celui-ci donc a fait l'objet d'un relevé de façade pour une utilisation postérieure. Mais en fait, il sera détruit dans l'année. Le permis de démolir a été donné puisqu'en fait, la tempête en a effondré un bon tiers de la maison et elle n'était pas stable et pérenne en fait. C'est aussi un engagement pris quand on a acheté ce foncier lors de la vente de la Molini, que cela servirait en fait, cette vente, puisqu'on vendait du foncier, à racheter du foncier. Foncier que dans la commune on avait quasiment très peu, puisque je rappelle quand même qu'il y en a qui a été vendu. À se redonner donc une possibilité de foncier constructible ou à améliorer pour une partie l'état de nos installations. Je rappelle qu'il y a le château, la tour du passeur, le terrain de rugby et ça qui a été acheté. 4 fonciers qui ont été achetés. Pour porter en fait des projets structurants, demain, nous devons disposer de fonciers sur le territoire communal, même si les projets en fait mettront du temps à se réaliser. Les conseils de quartier évoluent. Chacun à leur rythme, donc il y en a des plus ou moins dynamiques. Pour la Vignole, il n'y a pas d'urgence sur le sujet de l'occupation qui sera faite de ce foncier, mais quand nous aurons l'opportunité d'y penser un peu plus, d'avoir surtout les finances pour travailler dessus, nous travaillerons avec le conseil de quartier le moment venu pour les projets et les idées qu'ils amèneront, mais avec grand plaisir. Voilà. Bon, ok, il n'y a pas de date pour l'instant. Tout le monde a signé la fiche de... Ouais. Non. Ah, j'ai marqué, moi. J'ai marqué pouvoir. Non, non, c'est pas la peine. Non. J'ai marqué pouvoir. Ça marche. Bah, écoutez, je vous souhaite à tous une bonne soirée.